Je vais passer la parole à Adolin Paul Enyankou de l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui va faire sa présentation sur les femmes mâles et qui va interroger les jeux de pouvoir par l'alimentation à Abidjan. Le sujet dont je voudrais discuter, partager les résultats avec vous, comme ça a été déjà stipulé, intitulé Femmes mâles et jeux de pouvoir par l'alimentation à Abidjan. En fait, il faut dire que c'est une analyse du triptyque genre, alimentation et ville. Concernant le lieu d'enquête, c'est-à-dire la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis l'indépendance politique de ce pays, la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui est la capitale économique, mais en même temps qui a cumulé aussi la capitale politique dans les 20 premières années, a connu un développement rapide au niveau des infrastructures et des activités économiques. Il y a par exemple l'un des plus grands ports de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des routes qui ont été construites, des industries, le commerce s'y est développé. Alors, cette dynamique au niveau du développement a impacté de manière positive la population d'Abidjan, qui est passée de plus de 2 millions en 1998 à 4 millions en 2014, puis à 5,5 millions en 2019 selon le recensement général de la population de l'habitat. Alors, dans ce contexte, la ville d'Abidjan est devenue donc un débouché sûr pour les populations rurales, surtout les femmes, pour la vente de produits vivriers tels que les tubercules, les légumes, les fruits, certains animaux, volailles, etc., etc. Alors, ces femmes-là vont y vendre également des produits de pêche, de chasse, de l'élevage, mais aussi des mets cuisinés. Dans cette même ville, on constate également, du point de vue de l'environnement socio-économique, n'est-ce pas, marqué par des rapports inégaux de genre dans des ménages, des violences, comportements et opinions défavorables aux femmes sont sous-tendus par des inégalités socio-culturelles et économiques basées sur le genre, comme dénoncées par certaines institutions au niveau, tant bien au niveau national qu'au niveau international. Il y a par exemple la Banque mondiale qui a dénoncé ce fait. Il y a le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant et des Affaires sociales aussi qui a dénoncé ce fait. Alors, ces dénonciations pour ces institutions nationales ou internationales sont dues à des pesanteurs socioculturels, des rapports sociaux stéréotypés et dévalorisants pour les femmes. Mais il faut aller dans l'histoire du pays, dans les premiers contacts avec les Européens, vers la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, où dans ce contact avec les Européens, il y a eu des échanges de produits divers, au nombre desquels de produits alimentaires. Il y a par exemple l'huile de palme, il y a aussi de la tiéké pour les communautés vivant sur les côtes. Alors, dans ces échanges avec les Européens, les femmes ont été exclues de ces échanges-là parce que ce sont les hommes qui allaient à la rencontre des Européens. Et petit à petit, lorsque les Français sont durablement installés en Côte d'Ivoire, bien sûr, et sur les côtes, l'économie des plantations s'est développée. Il s'agit du café, du cacao, du palmier à huile, de l'EVA. Et dans cette économie de plantation, les femmes ont été exclues, encore une fois de plus, parce que ce sont les hommes qui détiennent les ressources de la terre, c'est eux qui gèrent. Et en outre, qui dit économie de plantation dit quelquefois, pour ce qui concerne particulièrement le palmier à huile et l'EVA,
installation d'usines. Et là, on avait besoin de main-d'œuvre, mais là encore, ce sont les hommes qui ont été choisis et non les femmes. Alors, les femmes exclues donc de l'économie formelle vont pouvoir s'exprimer autrement. Elles seront donc confinées à la production alimentaire des ménages. Mais avec le développement de la ville, ces femmes vont trouver dans la construction des infrastructures de nouveaux marchés pour pouvoir vendre le surplus de l'alimentation qu'elles vont produire, soit des vivriers, soit des aliments cuisinés, comme par exemple l'huile de palme, comme aussi la tiéké, une semoule de manioc qui est très prisée en Côte d'Ivoire. Alors, cette forme de domination est très peu, voire rarement abordée dans la littérature. Et donc, ce test a pour but d'étudier cette réalité et analyser les enjeux socio-économiques qui la sous-tendent. Alors, au cours de nos analyses, nous avons pu explorer quelques approches théoriques. Il faut le dire que dans ce test, dans cette communication, la construction du statut social des femmes enquêtées est à rapprocher des théories de plusieurs auteurs pour qui l'identité liée au genre est plurielle et polymorphe. Lorsque nous parlons de femmes enquêtées, il s'agit souvent des femmes analphabètes, peu instruites, donc exclues de l'économie formelle ou de l'emploi formel. Aussi bien, il s'agit de femmes souvent veuves, des femmes remariées ou des femmes dont les conjoints vivent des situations de crise. Il peut s'agir, par exemple, d'une maladie invalidante. Il peut s'agir aussi du chômage, n'est-ce pas, lié à la crise économique débutée dans les années 80 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans cette catégorie de femmes, les théories mobilisées, nous avons par exemple celle de Ferrand, de Bourdieu, qui soutiennent que la naturalisation du corps, du sexe, est une construction idéologique de la domination masculine pour légitimer l'inégalité et la hiérarchie sexuelle, sociale et la division des tâches entre genres. Halberstam remet en cause les identités binaires hommes-femmes, les identités binaires de genre, par le concept de female masculinity. De même, pour Balter, le genre est le lieu d'une puissance d'agir. À ce titre, il devient un espace social de résistance à l'enfermement des identités par le détournement des règles sociales ou biologiques préétablies. Alors, ce contournement-là va faire éclater, tant soit peu, les identités binaires de genre, homme-femme, en d'autres formes d'identité, aboutissant à la fabrication du masculin-féminin, obtenu parfois par une chirurgie esthétique et une hormothérapie qui soit masculinise ou féminise le corps. Donc, il émerge de l'utilisation de la technique sur le biologique une hybridation sexe-genre, même si celle-ci est dérangeante, confuse, parfois troublante pour certains, dans l'ordre symbolique de la division des sexes. C'est moins une inversion du sexe qu'une transformation de soi dans le but de retrouver une harmonie subjective entre l'image du corps et de l'identité vécue. Au niveau alimentaire, Fournier, on en parlait hier dans sa communication, affirmait qu'il y a un accès inégalitaire à l'alimentation, à la viande particulièrement, n'est-ce pas, entre hommes et femmes dans l'une de ces communications, dans l'un de ces écrits. Et donc, par des interdits, des hommes, n'est-ce pas, se maintiennent ou maintiennent un ordre du genre, celui de la domination masculine. Dans cette optique, toute analyse du genre doit donc entraîner une analyse de pouvoir
qui les rend possibles. Alors donc, ici, les théories du genre qui rendent compte d'une désidentification des modèles stéréotypés véhiculés dans les sociétés des espaces-temps se veulent un outil épistémologique d'identification stratégique ou de résistance à l'enfermement des identités binaires. C'est pourquoi ici, le genre, ou les genres, les liens entre les genres, alimentation et ville, sont intégrés dans une analyse de pouvoir des femmes femelles ou des femmes mâles. Et dans le langage populaire ivoirien, quand on parle de femme mâle, il y a ce mot qui est utilisé, femme-garçon. Autrement dit, des femmes de manière d'un niveau essentialiste, hein, n'est-ce pas, en tous les attributs de reproduction, par exemple, qui vont faire la cuisine, qui vont s'occuper du ménage, etc., etc. Mais en même temps, elles ont un tempérament, un caractère, une conduite, elles posent des actions reconnues aux hommes. D'où cette notion de femme mâle ou de femme garçon. Alors, en termes de résultats, il faut d'abord parler, tant soit peu, n'est-ce pas, du contexte d'émergence des femmes mâles en question dont nous parlons. Comme nous l'avons dit, à un niveau purement essentialiste, la femme a pour rôle de nourrir l'homme, des enfants, de s'occuper du ménage, n'est-ce pas, et l'homme, de son côté, dans son rôle masculin en tant que chef de ménage, s'occupe des grosses dépenses du ménage, de la santé, de l'alimentation, de la scolarité, des factures de l'électricité, de l'eau, etc., etc. Mais en période de crise économique ou de crise de ménage, alors il y aura une sorte d'inversion, une sorte de reconstruction statutaire de la femme mâle. D'abord, au niveau des villages, des zones rurales, face aux inégalités des genres, les femmes rurales auront besoin de se détérioriser, c'est-à-dire de quitter momentanément le village pour s'urbaniser, pour un meilleur être, pour une nouvelle identité, pas une identité de dominée, mais une identité dominante. Et souvent, c'est la ville d'Abidjan qui est choisie parce que cette ville-là présente des caractéristiques d'une société cosmopolite qui rend possible l'anonymat, une sorte d'invisibilité sociale, une moindre pression à l'enfermement identitaire. Secondo, la ville d'Abidjan est choisie parce que cette ville-là offre une continuité du cadre socio-culturel traditionnel, permettant à ces femmes de s'insérer dans le secteur qu'elles maîtrisent le mieux, l'alimentation ou la cuisine domestique, la vente de brûlés ou d'aliments cuisinés. Le troisième point, c'est que Abidjan présente un espace économique et humain propice aux activités génératrices de revenus. Même si nous constatons quelques inégalités de genre qui persistent dans cette ville, accès aux services sociaux de base, éducation, santé pour cette catégorie de femmes, rappelons-le que c'est une catégorie de femmes souvent analphabètes ou peu instruites, dominées ou marginalisées. Alors, ces femmes-là subissent aussi une autre forme d'inégalité d'accès aux ressources et aux facteurs de production, notamment au crédit, pour le développement de leurs activités, à la prise de décision dans les ménages, à la participation de la vie publique et politique. Peu de femmes, n'est-ce pas, assument de hautes fonctions au niveau politique et au niveau public. Donc, ces femmes-là, dans le moment de crise, peut-être liées comme je l'ai dit tantôt, à une maladie invalidante du conjoint, à la crise économique, elles vont reprendre le relais en s'investissant dans l'alimentation urbaine. Mais il faut noter que la femme
mal ici n'est pas synonyme du tomoïsme, n'est-ce pas, de la fille manquée, c'est-à-dire celle qui se présente, qui présente une auto-identification en tant que garçon manqué. Non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus d'une femme qui a subi une transformation technique ou hormonale du corps, non plus. Il s'agit de femmes adultes, mariées, qui souvent sont dans des ménages ou divorcés ou veuves, n'est-ce pas, mais qui ont un caractère masculin, du point de vue comportemental, pour pouvoir se maintenir dans leurs activités économiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes-là, au lieu de récuser le stigmate social qu'elles subissent, au contraire, elles adoptent des stratégies de contournement pour revendiquer le stigmate plutôt que de le cacher. Alors, donc, dans cette étude, les stratégies des femmes mâles vont consister du moins à une réappropriation du stigmate subi, en ce sens qu'elles vont s'affirmer dans le domaine alimentaire où elles sont confinées. Ce faisant, le genre va devenir pour elles un outil nécessaire du fait de leur identité, de leur positionnement, n'est-ce pas, et du fait de son évolution à travers le temps et dans l'espace-temps. Alors, les ressources mobilisées par ces femmes mâles dans le processus de reconstruction du statut social va reposer sur le fait de quitter la ville, et du moins le village, pour la ville, le fait d'avoir des activités génératrices de revenus qui vont assurer leur autonomie financière. Ce processus va également reposer sur les relations humaines, le savoir-faire culinaire autour de l'alimentation urbaine. Donc, c'est de ces paramètres que va naître le jeu du pouvoir, se verrant comme, n'est-ce pas, se révélant comme un construit socio-historique. Alors, ce jeu du pouvoir va se donner à voir dans le dehors ou sur les marchés alimentaires d'Abidjan. Et ces marchés-là se révèlent aussi comme des espaces sociaux de domination de cette catégorie de femmes. Il faut dire qu'à Abidjan, les activités professionnelles des femmes mâles sont souvent axées sur l'alimentation. Elles révèlent des rapports de domination, de position hiérarchisées au sein de groupes de femmes structurés en coopératives de vivriers. À ce sujet, les récits confirment que ce sont des femmes analphabètes ou peu lettrées, comme par exemple Natilou Rosalie, Zamblelou Mandeline, toutes de l'ethnie Gouro, c'est une ethnie du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, qui, avec très peu d'argent, de moyens financiers, ont créé les paramètres et les premières coopératives de vente de vivriers en Côte d'Ivoire. D'autres femmes vont les rejoindre plus tard. Et ces femmes-là, comme les hommes, vont travailler dehors, dans les marchés, dans les rues. Alors, le succès des exemples cités vont encourager d'autres femmes à quitter le village pour élire domicile à Abidjan, avec bien sûr l'accord de leur conjoint pendant quelques mois pour intégrer ces groupes de coopératives. Alors, selon les enquêtés, le pouvoir de gouvernance de ces coopératives-là est détenu par les femmes mâles. Comment cela? Une enquêtée qui dit ceci, je cite, « Ce sont les femmes qui ont créé les coopératives qui décident. Nous suivons ce qu'elles nous disent pour faire, du moins je répète, ici, ce sont les femmes qui créent la coopérative qui décident. Nous suivons ce qu'elles nous disent de faire pour la bonne marche de nos activités. Ce sont nos doyennes, nos mamans qui ont plus d'expérience que nous. » Fin de citation. Une autre citation. Nous sommes des parentes parce que nous, les gourous,
nous sommes nombreux dans la coopérative. Avec les autres groupes ethniques, il y a des rapports d'entente, d'entraide. Quand il y a un problème entre nous commerçantes ou avec les gens de la mairie, ce sont nos devanciers, nos aînés, nos mamans qui les règlent. Alors, ces propos montrent en toute évidence que le capital social, l'expérience, le capital économique sont les plus mobilisés et sont les sources de pouvoir de ces femmes-là. Elles dominent donc ce groupe de coopératives, elles dominent les cadettes, les apprenantes et les autres membres de la coopérative. Il y a aussi les hommes qui, de manière numérique, sont dominés. N'est-ce pas? Il y a peu d'hommes dans ces coopératives. De même, le positionnement d'autres acteurs professionnels qualifiés ne constitue pas un contrepoids des prises de décision dans les coopératives. Il faut dire que la loi sur la coopérative restructurant, n'est-ce pas, ces associations, prévoyait qu'il y ait des professionnels, c'est-à-dire des acteurs qualifiés ayant des ressources de capital culturel reconnues par l'État pour faire partie de l'instance dirigeante de ces coopératives-là. Mais ces acteurs-là ne sont là que pour conseiller. Et en définitive, ce sont ces femmes-là, les mamans, les doyennes, dont les décisions prévues. Voilà. Ce qu'elles disent, c'est ce que font, n'est-ce pas, si cela entre dans le cadre des règlements de la coopérative tels que énumérés par l'État ou tels que suggérés par l'État. En matière de risque, des femmes ciblées sont obligées d'abandonner la maison conjugale au cours de la semaine pour y retourner que le week-end. C'est à 5 heures du matin que les grossistes nous vendent à crédit leurs produits, manioc, bananes, aubergines, graines, gombo, piment, etc. Nous devons leur rembourser le lendemain, ce qui nous oblige à vendre des réceptions jusqu'à 18h à 19h. À la fin de la journée, nous rangeons nos affaires, nous cherchons à manger, à nous laver, et puisque les gardiens sont sur les lieux, nous dormons sur nos étals jusqu'au petit matin pour reprendre nos activités. Nous regagnons nos foyers pour voir nos maris, nos enfants le samedi pour revenir le lundi matin. Vous voyez, donc il y a ces risques que ces femmes prennent. Et on pourrait dire, dans la perception populaire, la perception sociale, ce sont des hommes qui peuvent prendre ces risques-là. Mais ici, il y a des femmes qui prennent ce risque de dormir dans le marché au risque de se faire agresser, de se faire violer ou même de se faire voler. Une autre chose qui est la caractéristique des femmes mâles ici, c'est que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise. Paul Adolin, nous sommes venus au terme du temps consacré à votre communication. Est-ce que vous pourriez conclure, s'il vous plaît? D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, en guise de conclusion, nous pouvons noter que les égalités de genre qui légitimaient la marginalisation des femmes au profit de la domination des hommes a été reconstruite, n'est-ce pas, par les femmes. Elles se sont donc déterritorialisées des villages vers la ville, du ménage vers les marchés, vers les rues, pour pouvoir mener des activités qui leur permettent, n'est-ce pas, de se prendre en charge, financièrement en charge, mais aussi de mener certaines actions, d'avoir des comportements qui jusque-là étaient reconnus aux hommes. Certainement que par les questions, n'est-ce pas, je pourrais répondre à certaines préoccupations qui peut-être n'ont pas été révélées ici dans la communication. Je vous remercie.